Aujourd'hui, à On Jase, bien sûr, on va parler du Canadien et ce qui s'est passé à l'entraînement aujourd'hui avec Gaston Therrien, bien sûr. On va parler du prochain match. Oui, les Sabres de Buffalo. On parlait avec Martin Biron. On va se demander, si les Sabres ont perdu hier, puis là, Olofsson, c'est-tu pas vrai? On va parler avec Martin Biron, bien sûr. Et des petites surprises. On me dit qu'on aura des petites surprises. Tout ça à On Jase. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 8 octobre 2019. Oui. Oui. Après me dire, c'est dans le jour, je déménage, je suis pas prête. Ah. Détail. Tim à la mise en onde, salutations. Salut Luc. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Good. Qui est avec nous aux médias sociaux? C'est Rock qui est là Rock et qui n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Oh non? Ouais. Écoutez la lutte. Non. Nouveau papa, Rock, depuis quelques mois. Donc, c'est ça. Nuit difficile pour Rock. On le salue. Merci d'être là. Merci, Rock, d'être là. Chapeau pour la job que vous faites sur le Facebook avec les petits montages. Bravo, mon chum. On le fait pas assez souvent. Puis si tu lèves le doigt, c'est parce que tu veux parler? Oui. On dit qu'on le fait pas assez souvent, mais on le fait souvent. Mais on le dit quand même. Vas-y. Je veux saluer Réal, Michael, Martin, Simon, Steven qui nous écoute de Los Angeles. Steven est un habitué de On Jase sur le Facebook. Martin, Laurando, Tommy, Maurice, Marilyn. Il n'y a pas de nom de famille, ces gens-là? Oui, je vais vite. Ça défile vite. Nolan, Joël qui est sur notre page, Marc également, Claude qui nous a écrit un petit peu plus tôt. Est-ce que moi aussi, je peux faire salutations Pierre, Éric, Martin, Paul? Oui, mais ça reconnaissent. Mais tu peux le faire aussi. Là. Mais eux, ceux que tu salues présentement, n'ont pas écrit. Mais je sais qu'ils sont là. Oui. Ouais. OK. Oui, puis c'est ça, je voulais le faire. Puis je sais que vous êtes nombreux à écrire bonjour, bon midi, Jessica, Ronald, Eric. Tout le monde veut se faire saluer, alors salutations à tout le monde. Salutations. Et surtout, un gros merci d'être avec nous, de partager votre heure de lunch. Je le dis souvent. C'est pas une émission de télé ou de radio où ça joue à l'ambiance puis on fait autre chose en même temps. Vous avez vraiment fait une démarche pour nous écouter en faisant quelques clics. Ouais. Puis en plus, vous avez vu nos faces. Avant de cliquer, vous avez fait « Ah, je vais cliquer pareil. » Je vous dis bravo. Pas facile. Pas facile. On parle de surprise dans le show. C'est pas prévu, mais on aime ça y jaser. Bruno Gervais, salut. Salut les boys. Comment ça va, bonhomme? Moi, ça va très bien, vous autres? Ben oui, là, t'es dans l'avion, fait que tu parleras pas fort. J'arrive dans l'avion. Je fais la petite ligne pour donner mon billet, entrer dans l'avion et je m'en viens à Montréal. Je m'en viens vous rejoindre. Je me rapproche. Es-tu capable de faire un « Hey » dans la line-up, maintenant? Voilà, parce que beaucoup, ça parle français. Le monde écoute ton émission par la bande, là, présentement. Oui, je dirais plus dans le tunnel, là, mais si tu dis par la bande. Non, fait que tu me le feras pas, mon petit « Hey », là, fort, mettons, pour déranger tout le monde. Je trouve qu'il est quand même tôt dans la journée pour des gens qui travaillent fort et qui veulent un moment de tranquillité. Je trouve que c'est un peu un manque de respect de ta part, Martin, de vouloir briser leur vie privée, un moment tranquille. Tu sais comment que la société d'aujourd'hui, tout le monde est sur leur téléphone. Moi, je veux en juste train de regarder ce qui se passe sur Instagram. Ouais. Je ne veux pas les déranger, tu comprends? Je veux juste que tu saches que Bélanger l'aurait fait. Là, je sais, mais c'est ça l'affaire. C'est que toi, avec ta gang de clowns au bord, vous vous mettez à faire des tours à tout le monde, là, je t'en dois encore une. Hein, ton affaire de danger, puis j'étais inquiet pour ta santé, Martin, puis tu as joué avec mes émotions. Je m'en rappelle de celle-là. Puis la vengeance est un plat qui se mange froid. Oui, c'est ça. Pour les gens qui ne savent pas, à Radio Énergie le matin, on a fait un coup de téléphone à Bruno qui avait mordu, bien sûr. Hey, OK, tu t'en viens à Montréal, pas pour me parler, bien sûr, mais pour ton show avec Max et Bruno. Exact, avec Max. Et vu que c'est moi, Bruno, c'est juste avec Max, oui. Le show va être... c'est de quoi? C'est notre deuxième épisode. Ouais. C'est à 4 heures, tous les mardis à 4 heures à RDS. Et ensuite, à partir du soir, disponible en version balado. Puis c'est notre version des faits, de ce qui se passe avec le Canadien, de ce qui se passe à travers la Ligue nationale. Il y a tellement d'histoires qui se passent partout à travers cette ligue-là. On a un petit côté humain. C'est ce qu'on adore à travers ça, notre projet. Ce qui nous fait triper, c'est qu'on peut amener notre côté humain à tout ça. On s'amuse avec ça, puis on tripe. Puis un autre projet qu'on a ensemble, les deux, c'est un rêve, un trip de pouvoir faire ça.
Bravo. Moi, j'ai écouté la première émission en version podcast. J'avoue, quand quand Marc-André a ri lui-même de ses dents, j'aurais aimé ça voir l'image, mais j'étais en podcast. Mais il vous en a donné une coupe, Marc-André Fleury aussi. Là, il vous a pas raté, là? Ah non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que on va parler avec beaucoup des gars qu'on connaît, des gars qui viennent d'arrêter ou qui jouent encore, puis ils oublient que c'est à la télévision. C'est un peu ça avec Marc-André, c'était drôle parce qu'il filmait ses dents, puis il disait, regardez comment ça a l'air grand, puis là, c'est là qu'il dit, Marc-André, oublie pas, t'es à la télévision, puis à peu près 10 secondes avant que ça commence, il était dans la salle de bain des Golden Knights, puis il filmait Subban qui était aux toilettes. Là, on dit, Marc-André, assis-toi, ça sent bien, on est à la télévision quand même. Juste mentionner aux gens que vous pouvez voir, il y a le show dont Bruno parlait à 4h à RDS tous les mardis, mais rds.ca/Max et Bruno. Vous allez voir ces extraits-là dont Bruno parle. Là, fait que absolument. C'est intéressant. Puis, tu sais, je sais que quand je fais les entrevues sur le podcast, on est plus relâché, on a du fun, mais c'est un autre niveau encore parce que, tu sais, c'est des gars, c'est des chums, dans le fond. Tu sais, c'est des chums qui interviewent des chums. Exact. C'est surtout les gars avec qui on va parler. Il va y en avoir de toutes sortes qui viennent. Puis, c'est ce qu'on va amener. On leur a parlé. On leur parle avant qu'on exécute l'entrevue. On veut amener un côté humain. On va amener un côté humain avec eux. On veut pouvoir triper avec eux. Puis, ça leur donne cette zone de confort-là. C'est ce qui tripe dans tout ça. OK. Puis, c'est qui tu as aujourd'hui? Vincent Lecavalier. Vincent, moi et Max, les deux, on a joué ensemble. Puis à une époque où moi je jouais avec Vincent, Max s'était battu avec avant de devenir coéquipier. C'est le fun de pouvoir voir Vincent, il est rendu où, qu'est-ce qu'il fait maintenant dans la vie, c'est quoi son train-train quotidien. Puis un autre qui a vécu la retraite à peu près dans les mêmes temps que Maxime et moi. Fait que de voir tout ça un peu, il est rendu où la transition, puis il était un marqueur de 50 buts, un joueur extrêmement talentueux. On fait un peu le passage sur sa carrière. On fait des points un peu de comparaison. On vient de retirer le chandail de Sidney Crosby. Là, on parle d'Alexis Lafrenière. C'est tous des joueurs qui ont passé par Rimouski, des joueurs de grand talent, promis un grand futur dans le national. Fait qu'on se demande s'il y a des petits conseils pour le petit Lafrenière. Puis ce genre de conversation-là. On se demande qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Rimouski. D'ailleurs... Il y a quelque chose de spécial là. Oui. D'ailleurs, l'entrevue qu'on a eue, nous, avec Vincent Lecavalier, je pense, c'est là 2 ans, si je ne me trompe pas l'an passé. Ouais, et une de mes favorites ever qu'on a eu à On Jase, avoir un gars comme ça de l'extérieur qui nous avoue qu'il connaît le show puis ça y arrive de nous écouter, ça nous avait bien gros touché. Puis c'est un gentleman de Vincent Lecavalier. J'avais eu la chance de jouer quelques matchs avec lui dans du pick-up hockey que tu connais le mercredi à l'île Bizarre. Oui, il était allé, OK. Oui, on a eu bien du fun. Un gentleman, selon moi, ce gars-là. Tu lui diras bonjour de notre part. Je vais dire un gros bonjour. Comment va le Battle of the Blades? Ça va très bien. On est encore en préparation. Tu vois, c'est pour ça que j'étais à Toronto ce matin. Entraînement ce matin, directement de la patinoire à l'aéroport. On est toujours en préparation pour le show de jeudi soir. Et c'est là qu'on va voir, lors de l'émission, qui est en danger, est-ce qu'on doit se battre pour notre survie, ou si l'aventure se termine là. Ça reste à voir, mais cette semaine, on y va avec un style, un petit tango. Un tango qu'on va brasser. Fait que je me prends pour Zorro, moi, un personnage Zorro pour cette semaine. Okay. Cool. Moi, on me dirait on fait un tango, je ne saurais même pas de quoi qu'on parle. Je te montrerai ça, Martin. Pas sûr, ça me tente. Ne vois pas dans le studio d'un autre angle en train de se valser ça, non. Ça va être correct. Non, tu vas voir, ça va être super facile. Après ça, c'est le fun, c'est des habiletés de revenir à la maison et impressionner ta blonde en faisant 2-3 stepettes. Ouais, c'est ça. OK, ta plus grosse blessure à date dans ce show-là? Il y en a plusieurs. J'en ai vu plusieurs, mais donc moi, à date, j'ai les 2 coudes qui ont été bien maganés, les hanches qui sont barrées à double serrure présentement, et le dos tout le temps qui est magané. Mais la pire là-dedans, c'est que c'est des petits lacets. Puis on enlève, on met nos patins à peu près 3 fois par jour. Fait que j'ai tous les doigts coupés, puis ça n'arrête pas de couper à cause de ces maudits lacets-là. Ça, c'est la pire affaire. Ça, c'est une gosse le plus. Ben, si ça te gosse, pourquoi tu ne mets pas des lacets de hockey, puis au spectacle, tu mettras le petit lacet? C'est pas vraiment le lacet qui fait la différence? Tu peux pas, Martin. Tu peux pas niaiser avec ça. Ça sera pas la même affaire, pas le même sentiment. Ça défait le timing. Non. Tu vois que là, tu n'as aucune expérience. Le lacet défait le timing. Arrête de niaiser. T'es drôle. Hey, j'espère que tu t'ennuies de notre show. Je sais bien, là, Max et Bruno, là, mais j'espère que tu t'ennuies d'On Jase un peu.
Ben oui, mais c'est un peu, c'est dans mes négociations de contrat, j'ai décidé de skipper le camp de sélection, le début de saison, puis je vais me présenter un peu plus tard. Je me fais attendre. OK. T'es-tu encore dans l'allée en train d'attendre ou t'es rendu à côté de ta chaise? Non, je suis assis dans mon banc et on est bientôt, on va fermer la porte. Elle commence à me faire des yeux, me demander de fermer le cellulaire. OK. Avant de raccrocher, fais juste dire, mettons, on jase, là, plus fort, mettons. OK. On jase! Oh! Hey, c'est bon! Hey, on a fait... Hey, le prochain coup, il faut filmer ça. Bon, là, Martin, ils me sortent de l'avion. Bon. On s'en parle. Salut, Hugo. Salut. Bon match. Salut, Bruno. Bye. Hey, c'était bien J'ai dit fun. bon match, bon show. Bon match, bon show. Hein, non, mais bon show, bon match. C'est comme un match de hockey pour eux autres, là, qui sont habitués à avoir une routine, tout ça. Là, ils se mettent dans cette ambiance-là. Il a quand même crié, on jase dans l'avion. Il a crié ça. Bruno Il Gervais. va falloir, tu sais, le 5 à 7 autour du monde, il va falloir se faire des 11 jases autour du monde. Il faudrait faire ça. D'ailleurs, C'était bien salutations à... Comment il s'appelle le dealer de char qui a pris notre show? Qui a pris notre... H. Grégoire, t'as-tu vu ça? Non? C'est le slogan, c'est « Là, on jase Ah, OK. » Fayez zapper, faire « Hey, c'est un excellent podcast. OK, mais tu pourrais le faire. Absolument. On les salue. Je sais qu'ils sont à l'écoute. Oui, c'est ça. Beaucoup de monde. OK. On va aller rejoindre Gaston. Puis on n'a pas oublié les gens qui écrivent. On a posé comme petit sujet. C'est vous qui imposez vos sujets. Hein? Je veux juste le rappeler là, à chaque soir sur la page Facebook de On Jase, puis même sur rds.ca, là, vous pouvez y aller de vos sujets du jour dont vous voulez parler le lendemain. Absolument. Donc, puis on va en parler avec Gaston, puis tu amèneras les sujets en courant d'intervention avec Gaston. Ouais. Ne gêne pas, puis gênez-vous pas. Vous avez des questions, surtout on est sur un 2-3 jours de congé. Demain, ça va être une autre journée sans match, parce que voir le match seulement le soir. Bref, gênez-vous pas. Gaston Terrien, hello! Salut Martin, salut Luc. Comment ça va? Salut. Ah, très bien, vous autres? Good. Tu sonnes pétillant, tu sonnes en santé. Bravo. Pas encore malade. Gaston? Oui. Jeff Petrie, le monde m'écrive là, Martin, t'es toujours dur avec Jeff Petrie, tu dois avouer qu'il est bon puis qu'il fait un job. Fait qu'on se dit-tu la même chose pour Jeff Petrie qu'on dit pour les autres? Ça fait juste 2 matchs. Ça fait juste 2 matchs. L'année passée, il a été très bon. L'année passée, sa saison était un peu en montagne russe. Il a été très bon quand Weber était blessé. Il a assumé offensivement le rôle qu'on attendait de lui. Après ça, il y a eu des petites lacunes. Il y a eu peut-être un peu de fatigue. Le fait qu'il n'avait jamais joué le défenseur numéro 1, en tout cas à Montréal, ça l'a peut-être aussi drainé parce qu'il y avait beaucoup de temps de jeu, des minutes de qualité. Donc, l'an passé, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne saison en général, mais en dents de scie. Cette année, bon camp d'entraînement, 2 bons matchs. Mais oui, je te rejoins, Martin, en disant, écoutez, on n'a pas assommé Petrie depuis le début de l'année. On a dit, il y a eu un bon camp, il y a eu 2 bons matchs. En 43 matchs, on dira, il y a eu un bon camp, il y a eu 22 bons matchs, puis là, ça se gâte ou ça continue. Mais on va être capable de dire les vraies choses. Là, pourquoi partir en peur avec un joueur quand ses antécédents nous disent que c'est un bon joueur, mais c'est quand même pas un défenseur numéro 1? Non, c'est ça. Puis, je louange le jeu de Petrie depuis le début de la saison, mais souvenez-vous, c'était un bon début de saison pour lui aussi l'an passé. Il était dans une chaise qui n'était pas la sienne, s'est épuisé. Ce qu'on reprochait, c'est d'élancer trop souvent à côté de la cible. Bref, des erreurs mentales défensivement. Puis savez-vous quoi? Ça va arriver. C'est ça, 82 matchs. On veut savoir pas c'est qui le meilleur après 2 matchs. On veut savoir c'est qui le meilleur après 82 matchs, puis un calendrier de séries éliminatoires éreintant. Puis c'est là qu'on donne la Coupe Stanley. C'est pas après 2 matchs. Fait que ça, c'est 1 pour Petrie. Puis 2, Gaston, le fait qu'il joue ou qu'il va jouer plus de minutes que chez Weber à l'occasion, je trouve ça absolument normal. Tu veux pas mettre les rapides Jaguars des autres équipes contre Weber. Tu veux mieux les avoir contre Petrie. Ou c'est simplement pour voir comment Weber va réagir en début de saison, pour voir si sa blessure qui est à long terme va peut-être l'embêter ou quoi que ce soit. À venir jusqu'à date, lui aussi a eu un très bon camp d'entraînement. 2 bons premiers matchs. Chez Weber, joue contre toujours le premier ou deuxième duo. Fait l'avantage numérique, fait du désavantage numérique. Pourquoi que dans le moment, Petrie a peut-être un peu plus de temps de glace ou pourquoi qu'à un moment donné, Weber va en avoir un peu plus? Tout va dépendre de l'adversaire. Puis je pense que Claude Julien a confiance en ses 2 droitiers. Donc, pour lui, s'il sent qu'un n'est juste d'être sur la glace 15-20 secondes avant une punition, quoi que ce soit, il n'a pas peur de les envoyer. Il n'a pas peur d'utiliser Petrie en prolongation. Il n'a pas peur d'utiliser Petrie en désavantage numérique. Mais pour moi, il reste que Weber, c'est quand même le numéro 1 qu'on veut peut-être un petit peu ménager parce que c'est plus une jeunesse lui non plus.
Oui, regarde, on commence la saison. Là, fait que je vais prendre ta théorie de... On va attendre de voir comment il se sent, puis avant de pousser la pédale au fond, avant de dire qu'on va leur poser. C'est pas après 2 games qui est fatigué. Là, non, on ne leur pose pas. Mais au lieu d'y donner 28, 29, 30 minutes de temps de glace, à l'âge qu'il y a là, je pense pas qu'il peut les prendre. Maintenant, est-ce qu'on a mieux avoir 26 minutes puis que Weber, après les matchs, on sent qu'il devient de plus en plus fatigué, ou en avoir 24, mais 24 bonnes? Moi, je trouve que c'est une stratégie d'un entraîneur parce que Petrie est derrière lui. Si c'est un jeune derrière lui, persuadé que le temps de glace de Weber augmenterait un peu. Steven, sur Facebook, il dit moi, je suis impressionné par Petrie depuis 3 ans. Wow. Je sais pas si on je sais pas si on était dur avec Petrie ou si les attentes étaient plus élevées, mais en tout cas, dans son cas, là, dans le cas de Steven, il dit moi, je suis impressionné depuis 3 ans. Moi, je dis depuis 3 ans. C'est pas un mauvais joueur, là. C'est pas ça. Là, arrêtez de compliquer tout ça, là. Ce que je vous dis, pour ma part, je mets personne d'autre en cause que moi. Je pense que Petrie, c'est un numéro 2 droitier qui joue dans le 2e duo de défenseurs à Montréal. Ailleurs, je suis persuadé qu'il jouerait aussi peut-être qu'il jouerait 2e si le numéro 1 était un gaucher. Mais moi, je vous dis que Petrie, à Montréal, c'est un 2e défenseur droitier parce que Weber prend énormément de temps de glace de qualité. Maintenant, j'ai jamais dit que Petrie, c'est pas un bon joueur. Il fut un temps où on disait, Petrie semble pas être capable de jouer sur une constance, des matchs constants à tous les matchs. Mais là, depuis peut-être, en tout cas, moi, je pense 2 ans, il semble un bon défenseur, mais il reste, et pour moi, c'est sur un 2e duo qui est très efficace. Rien d'autre. Le reste, Petrie, ne partez pas en peur, il n'est pas blessé, il n'est pas mort, il joue, on est content et on est heureux. On n'est pas obligé d'avoir peur des mots non plus. Gaston, on peut dire, là, Petrie, sur une bonne équipe, il est 2e droitier. Il ne sera jamais premier droitier. Arrêtez. Ceux qui pensent que c'est un premier défenseur... Non, c'est ce que je te dis. Il pourrait jouer qu'un gaucher numéro 1, puis lui compléter le ça. Comme Weber joue avec Mété. Venez pas me faire à croire que Mété, c'est un 2e, là. Non. Parce que Mété, par défaut, est gaucher, puis Weber, le numéro 1. Quand tu joues avec un numéro 1, tu n'es pas obligé d'être un numéro 2. Tu peux être un numéro 3 ou 4, puis tu fais l'affaire avec un numéro 1. C'est juste ça qu'on explique. OK. Puis Sylvain, on va finir sur Petrie. On est prêt. Sylvain dit, il y a 2 ans, je trouvais ça drôle, là. Il y a 2 ans à peine, prononcer Petrie et des avantages numériques, on aurait dit que c'était du suicide. Ouais. Mais il a probablement amélioré cette facette du jeu-là, là, puis les gens le reconnaissent puis ils l'écrivent. Là. Non, moi, je pense qu'il a toujours joué un peu sur le désavantage numérique. Il y avait Jordy Ben qui était là, qui était capable de jouer en désavantage numérique. On en a eu d'autres. Mais Petrie, là, quelqu'un me prouve qu'il n'a pas joué 1 seconde en désavantage numérique depuis 2 ans. Je crois pas ça. Non, il a joué. Puis, non, mais dans le sens qu'il s'est amélioré, c'est ça qui veut dire. Absolument. Puis, tu sais, c'est un défenseur 2019 avec son patin. Fait que, il y a beaucoup de lignes de passe qui le bloquent parce qu'il se déplace rapidement pour être aux bons endroits. Il faut juste qu'il prenne les bonnes décisions à ce moment-là. Bon, dossier réglé, pété. Ouais. 4e ligne. Nate The Great Thompson. Je ne sais pas si tu as entendu Guy Boucher hier à Hockey 360 trouvait que cette 4e ligne-là était une des raisons du succès du Canadien parce que Claude Julien peut l'utiliser à souhait et avoir 4 lignes reposant en 3e période alors que les Leafs qui étaient sur un back-to-back semblaient un peu plus tirer de la lance, surtout qu'on utilisait moins la 4e ligne. Bon, premièrement, Guy Boucher défend son point de vue. Il avait dit, moi, j'aime beaucoup Thompson sur un 4e trio à Montréal. Parce qu'il peut dépanner sur les mises en jeu, c'est un gars fiable, tout ça. Donc, Guy a entièrement raison. Et il a plus que raison, il a vu juste. Claude Julien l'utilise bien, puis Thompson répond bien aux attentes de Claude Julien. Ce que j'aime de Thompson, puis je le connais pas personnellement, il semble un gars facile à diriger. Tu vas lui dire, tu vas jouer 7-8 minutes parce que, oui, coach. Tu vas en jouer 11-12, on a besoin de temps en fin de période. Ça, peux-tu sacrifier? Fais attention, je te demande rien d'autre que ton sens ne marque pas, il va le faire. Pour moi, c'est de l'or en barre. Puis Guy Boucher l'a dit ça pendant le camp d'entraînement. Thompson va être très utile aux Canadiens. Puis pour ma part, il ne déçoit pas. Donc oui, mais là, on parle d'un 4e trio. Il y a juste à Montréal qu'on fait des lignes ouvertes et des podcasts pour un 4e trio. Oui, mais la Ligue nationale de hockey était intense, qu'on disait 2 trios offensifs, 2 trios défensifs. Puis là, on est rendu à dire ça prend un top 9 solide. Et bientôt, on va être rendu dans une ligue où on va dire ça te prend une profondeur à l'avant. Tu vas te donner un exemple. Je parlais de ça avec Pierre Lebrun hier. Les Blues de Saint-Louis, Gas, leurs 9 premiers attaquants, là, dans le fond, c'est 8 parce qu'il y a Robert Thomas qui était une recrue à 900 000, mais leurs 9 premiers attaquants
était entre 4 millions et c'est en bas de 7,5 7 millions pour Tarasenko. Ouais. Puis il y avait le contrat bon marché de Pat Maroon parce que c'était un local. Donc, tu n'avais pas de moron. Maroon. Tu n'avais pas de moron dans l'équipe. Tu avais toute une profondeur sur le top 9 qui faisait que les Blues n'avaient jamais peur d'envoyer qui que ce soit sa patinoire. Puis en plus de ça, la quatrième ligne a peut-être été la meilleure avec Barbachev et Sundqvist. Donc, ça s'en va de plus en plus vers là, je pense, avec National Hockey. Ça va être avec ta profondeur. Tu sais, je te parlais du Canadien de Montréal. Tu dis, il y a juste à Montréal qu'on fait une ligne ouverte. Thompson a joué presque 14 minutes. Puis les gars qui ont joué le moins, là, c'est Will qui, même s'il joue sur l'avantage numérique, a eu 11-19. C'est pas parce qu'il n'est pas bon. Là. Je présume que c'était circonstanciel. Quand tu peux faire ça, Gaston, ça devient une arme, le repos. Là. Oui, ça devient une arme, mais la Ligue nationale s'en va vers des directeurs généraux où ils vont être obligés de prendre des décisions, de bonnes décisions. C'est-à-dire qu'ils vont structurer par trio, j'imagine, la masse salariale. Exemple, je donne des chiffres, je n'ai pas fait le compte. Mon premier trio n'a pas plus de 20 millions. Mon deuxième, pas plus de 15. Mon troisième, mon quatrième. On va donner au trio des masses salariales et aux défenseurs et aux gardiens de but. Est-ce qu'à Montréal, 12 millions pour deux gardiens de but, c'est cher payé? Oui, mais tu as le meilleur au monde là-dedans. Donc oui, c'est cher payé parce que tu as fait de trouver un équilibre. Parce que la masse salariale, c'est le pire ennemi de toutes les équipes de hockey dans la Ligue nationale. Donc là, on va essayer d'équilibrer nos trios en disant... Si j'ai 25 ou 30 millions sur le premier trio, il faut faire attention. Je ne peux pas avoir 25, 20, puis les défenseurs et les gardiens de but. À un moment donné, tu vas manquer d'argent. Comme je vous dis, je n'ai pas fait de calcul, mais c'est certain qu'on regarde par trio qu'est-ce que la masse salariale peut nous apporter. Si j'ai un duo qui me coûte un peu comme, je ne sais pas moi, du côté des Maple Leafs de Toronto, qui me coûte tout près de 20 millions, puis que je dis, je vais y mettre un trio, un autre 10 ou 11 millions, tu es rendu à plus de 30 millions sur le premier trio, aïe, ta masse salariale est déséquilibrée. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand tu as dit que je pense que c'est Thomas à Saint-Louis, c'est un joueur recru, ça fait l'affaire des Blues. S'il peut démontrer d'ici 2-3 ans qu'il va devenir un très bon joueur, on l'a pendant 2-3 ans à rabais parce qu'il est sur son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. À moindre coût. Oui. Tu sais, les gens, Gaston, ont suggéré des sujets aujourd'hui, puis un de ceux-là, c'était c'est quoi la principale force des Canadiens à long terme pour qu'ils connaissent du succès? Puis évidemment, Price est revenu à quelques occasions, là, tout dépend de Price, mais beaucoup de commentaires, dont Luc sur Facebook, qui dit la force du Canadien, c'est 4 trios balancés. Carole Gauthier sur RDS.ca dit le Canadien continue sur sa lancée de la fin de saison dernière. Sa plus grosse surprise est que les joueurs sont toujours aussi engagés et respectent le plan de match à la lettre. Fait que c'est des éléments de réponse qu'on a reçus depuis le début de l'émission. Là. Oui, mais faut faire attention, là, tout le monde. Là. Vous me parlez de l'année passée, vous me parlez du début de saison. L'année passée, le Canadien a été éliminé à combien de matchs dans les séries? Ils ont été éliminés comme dans pas de match et ils ont pas fait. Comme dans pas de match. Ouais. Regardons ça. Donc, là, on est content ou on se satisfait de dire, écoutez, nous ont donné un bon spectacle, ils ont travaillé, les petits gars travaillent, puis les petits joueurs font ci, puis les petits font ça. Écoutez, à Montréal, moi, je croyais, je dis bien je croyais, que le minimum, c'était séries éliminatoires. Puis quand tu fais série, tu veux gagner une série une année. La deuxième année, tu veux en gagner 2, 3. Puis, à un moment donné, au bout de 5 ans, tu veux la Coupe Stanley. Du moins, c'était ça dans mes années de jeunesse, et je sais que je suis vieux. Et là, on semble tout oublier ça. Puis on dit non. On est content de la saison de l'année passée. OK. Tous ceux qui me voient sur la rue d'un centre d'achat ou d'un resto ou au McDo, vous me dites, Gaston, il faut que les Canadiens fassent les séries. C'est ça, les gens au Québec. C'est des connaisseurs. C'est des gens qui ont toujours faim de la victoire. Ils ont été, la plupart de mon âge, dans la cinquantaine, soixantaine, élevés avec des Coupes Stanley. Mais là, on n'en a plus de Coupes Stanley. Donc, pour moi, là, je dis que l'année passée, oui, c'était une belle petite saison tranquille, mais personnellement, elle ne m'a pas donné satisfaction. On n'est même pas entré dans une série. Et là, le Canadien a gagné un match et a perdu en prolongation un autre match grâce à Carey Price. Je suis content. Est-ce que je suis heureux? Oui, ils ont 3 points sur 4. Mais je suis persuadé que s'ils continuent à faire autant d'erreurs, que si Price n'est pas aussi dominant, une autre année sans série, ça va être la 3e. Oubliez-le pas, cher partisan. Non, ça va être 4-5, puis on peut continuer comme ça. Sauf qu'au niveau de la satisfaction, même l'an passé, on trouvait qu'on avait du bon jeu. C'est sûr que le résultat final de ne pas faire les séries, c'était poche. Oui, puis tout le monde dit, en fait, 96 points quand même. Effectivement, c'est le cas. Ouais. Juste un petit point, Gaston, tu mens, par exemple. Tu as menti tantôt. Là. Oui. Gaston, tu as dit que tu allais au McDo. Tu vas jamais au McDo? Non, mais je vais souvent avec Pénélope, la fille de ma conjointe, et elle va au McDo. Je l'attends dans l'auto. Tu prends un café?
Un café. Oui, je vais au McDo. Je n'ai pas menti. Je vais souvent chercher un café. T'as raison. Il s'en va chercher le jouet. Il s'en va chercher le jouet. Étant donné que je n'ai pas le salaire à Martin, il dit, tiens, Luc, quand tu en as 7, tu en donnes un gratuit. Oui, c'est ça. C'est bon. Tu vas chercher le jouet du joyeux festin. Puis je les donne à Noël à mes deux petites filles. Tes emballes, mon tabarnouche. Oui, puis au niveau salaire, attends dehors des ondes. Gaston, oui. Personne n'en a parlé de ce sujet-là, puis je veux pas mettre le feu dans quelque chose. Cal Fleury, c'est lui quand même qui a joué le moins de minutes au dernier match. Oui. En fin de match, c'était difficile pour lui. Claude Julien en a parlé, la pression qu'on mettait sur les jeunes défenseurs. Puis je pense que Mété était inclus également dans ce commentaire-là. C'était vite aussi contre les Leafs de Toronto. Moi, je n'appuie pas sur le bouton d'alarme parce qu'on s'en vient à Montréal. Il va jouer un autre match sur la route à Buffalo. Et je m'attends à ce qu'on joue également à Montréal. Sauf qu'il faut voir de l'amélioration dans son jeu. Il faut voir de l'amélioration, il faut voir une continuité dans sa progression, surtout. Et moi, je te dirais, Martin, quand tu es entraîneur de hockey, puis que, comme Claude Julien, il a changé ses trios, perdait 4-1, là, c'est 4-2. Là, tu regardes au banc, puis tu regardes tes assistants, tu dis, on va faire attention, on peut-être, bang, 4-3, oh, attendez, 4-3, il reste combien de temps? Je me rappelle pas, 8-10 minutes. C'est normal que là, moi, en tout cas, j'aurais dit la même chose. Je suis persuadé que Claude Julien l'a dit. Bon, les gars, on va jouer pour gagner. A coupé un peu son banc. Et quand tu coupes ton banc, c'est facile de couper 2 défenseurs. Tu essaies d'en choisir 4, puis de rouler à 4, ça se fait assez bien. C'est pénible, mais ça se fait bien. Si tu fais des présences courtes, puis que tu es capable de doser là, l'énergie que tu as, tu dis, écoutez, on va essayer de couper ça. Ça, c'est correct pour un match, comme tu dis, Toronto. Mais il ne faut pas que ça arrive à tous les matchs de dire, bon, ben là, Fleury, là, il reste 9 minutes, coupez-les, là, il ne joue plus. Ça, si tu fais ça, c'est dans la Ligue américaine. De le faire parce que la remontée était vraiment spéciale, on en a parlé hier, et dire, on va aller chercher 2 points, puis on s'occupera de Fleury demain, ça aussi, c'est correct. Et je suis d'accord avec toi, Martin. Là, il y a les 2 prochains matchs. Il faut que Fleury reste sur la glace un long, qu'il ne soit pas là à 30 secondes, fin d'une période ou fin de match, m'en fous comme dans l'an 40. Mais il faut que son temps de glace soit de 12 minutes et plus par match s'il veut progresser. Je suis allé voir pendant que tu parlais, Gas. À partir de... Il restait 10 minutes en troisième, il n'a plus touché à la glace. Dans le fond, il a fait... Attends, maintenant, je vais te dire ça. Là. À partir de il restait 10 minutes en troisième période. Il a fait une présence de quelques secondes, là, de 20 secondes, et c'est tout. Fait qu'à partir de la 10e, il n'a plus jamais embarqué sa patinoire. Et même là, en deuxième période, je te dirais, à mi-chemin en deuxième période, jusqu'à la fin de la troisième période, il a touché une fois sa patinoire. Fait que, c'est pas bon. C'est les fins de période. T'sais, on a voulu... c'était 3-1 à ce moment-là pour les Leafs. On ne voulait pas se faire compter en fin de période. On a décidé d'asseoir Cal Fleury. Après ça, on a senti que les Canadiens revenaient dans le match. On a encore une fois assis. Puis, il y a les pénalités aussi là-dedans. Là. On ne fait pas de désavantage numérique. Oui, les 2 droitiers qui sont devant lui jouent beaucoup en désavantage numérique. Ça, c'est sûr. Mais il reste, Martin, tu ne soulèves pas un problème majeur. C'est une évidence, c'est concret, on l'a tous vu. Si jamais contre les Sabres de Buffalo, le lendemain qu'on se parle ou quand on va se reparler, tu dis, Gaston, ça s'est reproduit, mais là, c'était à 11 minutes de la fin, c'était 2-1. Même si c'est 2-1, à un moment donné, là, tu ne coupes pas le banc au début de la troisième. C'est impossible. Donc, à ce moment-là, Martin, tu auras raison, puis ça ne sera pas inquiétant, mais il va aller faire un tour à Laval. Si ça continue comme ça, mais on ne s'alarme pas, c'était arrivé parce que Toronto, c'était vraiment spécial. De 4-1, on est passé vite fait à 4-2, 4-3, 4-4, même 5-4 Canadiens. Là. Fait que là, il y a eu un vent de panique en disant, là, je veux Weber, puis quand Weber vient au banc, fermez la porte, regardez pas sa glace, qui reste sa glace, même chose Petrie et Chariot. Il a même essayé, j'imagine, de donner beaucoup de temps de glace à ces 3-là. Puis là, il a peut-être gardé Mété une fois, Kulak une fois, je ne sais pas, là. Il a coupé le banc, ça, c'est sûr. C'est correct pour une fois. OK. Dernier du coup avec les gardiens de but. Puis après ça, je vais en parler avec Martin Biron. C'est pas officiel. Claude Julien n'a pas voulu le confirmer, mais a dit que Kincaid allait jouer un des 3 matchs. Là, déjà, là, je boude. Après ça, Kincaid a pris l'étirement au centre de la glace. Normalement, ça ne veut rien dire, mais ça se pourrait qu'il joue son premier match demain. Alors, après 3 jours complets de congé, après 2 matchs seulement en saison régulière, on repose Carey. Ben, moi, je dirais, regarde, je vais changer ça aujourd'hui. On ne repose pas Carey Price. On veut donner à Kincaid parce qu'il a fait un bon camp d'entraînement.
un match, et c'est correct. Moi, je dis, là, c'est correct. C'est en début de saison. Hier, j'achetais ton idée de dire les 2 matchs. J'aurais aimé ça que tu m'annonces. Ils ont changé d'idée. C'est les 2 matchs prime, mais ça ne se passe pas comme ça. Vivre avec ça, c'est correct. Maintenant, dire à Kincaid, le message, essaie de nous voler un match à Buffalo, parce que moi, je vais rentrer à Montréal, Détroit, puis ça va être Carey Price. Si jamais c'est Price, les 2 matchs, et Kincaid joue pour le 3e, parce qu'il a dit dans les 3 matchs, je comprends plus rien. Là, il y a un problème. Parce que là, je comprends rien. Fait que moi, je pense que Kincaid va être à Buffalo. Et c'est drôle, j'ai confiance en Kincaid à Buffalo. Puis je me dis, Carey Price à Montréal, ça ne veut pas dire que tu vas gagner, mais au moins, tu n'auras pas l'excuse de dire pourquoi tu as mis Price à Buffalo puis tu as mis Kincaid à Montréal. Non, ça, pour je la le sais. Première de l'année, allons dans la logique. C'est sûr que Price va jouer à Montréal. Il est capable de jouer un 2-en-2. Là. Il n'a pas joué depuis 3 jours. Là. On se calme. Oui. Il est capable. Puis, sais-tu quoi? Toronto a perdu contre Montréal parce qu'ils ont mis Hellebuck. Si c'est Anderson, il gagne. On met Hellebuck? Oui. C'est ça le nom du gardien des Leafs? Ah, oui, je ne me rappelais même pas de son nom. Pas Hellebuck. Hutchinson, je me suis trompé. Bon, l'ancien, tu as raison. Hellebuck joue à Winnipeg. Hutchinson, c'est l'ancien des Jets. Mais je ne me rappelle même pas son nom, tellement qu'il était mauvais. C'était une mauvaise décision de la part de Mike Babcock. Ils ont gagné hier, Toronto, c'est pas pire. Ils ont perdu. Et tu vois que la justice refait son temps. All right, mon mais je m'en fous, c'est Toronto. Bon, on se voit-tu, on se parle-tu demain, ça? Non, demain, on se parle pas, mais juste pour ton information personnelle, parce que je me rappelle pas du chiffre exact, je suis allé voir sur mon contrat d'RDS et je gagne 580 000 €. Je dis bien euros parce que moi, je viens de l'Europe. J'étais 11 ans là, on m'a payé en euros. Ça va bien, Gaston? Ça, c'est 750 Canadiens, ça, au moins? Des gros pesatas, comme dirait un gars que je connais. Aïe, on s'amuse en toute tabarouette. Bon. Ouais. On jase pareil demain au 5-7. Salut, bye. Bye. Salut. Ben, quoi rajouter? Ben, je m'en vais négocier mon contrat. Allons faire les calculs. Fais du gros cash, gars. Hein? Bon, oui. Ben, c'est longtemps qu'il est à RDS aussi. Là. Ouais, l'expérience, ça s'achète pas. Je veux juste mentionner aux gens de Facebook qu'on va vous quitter dans quelques instants. On va poursuivre la discussion. Martin Biron s'en vient. Ouais. Entre autres, plusieurs choses, mais entre autres parce qu'on vous demande vos surprises depuis le début de la saison aussi. C'est sûr qu'il y en a qui ont répondu le Canadien, là. Mais tu sais, les Sabres de Buffalo, je sais pas, là, encore une fois, il y a juste 3 matchs, là, mais ils n'ont pas perdu encore. C'est le prochain adversaire du Canadien. Ils ont des bons jeunes. On parlait des 2 Rasmus en défensive tantôt, Dahlen et Ristolainen, Jack Eichel, puis un nouvel entraîneur. Parmi les gars de Sicard cette saison, là, François Gagnon ici et Pierre Lebrun, on parlait des Sabres de Buffalo. Grosse saison. Ouais. Ils n'ont pas voulu prédire série, mais on dit qu'ils vont se frotter pour les séries. Puis même François avait donné le trophée du meilleur entraîneur à Ralph Kruger, si ma mémoire est bonne. Puis il a dit c'est parce que je suis gêné que je dis pas Buffalo avant Montréal. Ben, c'est un peu ça. Fait qu'on va en parler évidemment avec Martin qui couvre les activités des Sabres de Buffalo. Dont c'est les Martin Biron, bien sûr. J'ai dit quoi, Martin? Martin. OK. Martin Biron, effectivement. Donc, merci aux gens de Facebook. On va mettre fin immédiatement au Facebook. Non, pas merci aux gens de Facebook comme ça. Les gens de Facebook, c'est ça. Ouvrez une autre fenêtre. Je dis merci, mais tu sais. Venez-vous-en sur rds.ca. On va vous remercier encore plus. On va vous remercier encore plus. On va jaser avec Martin Biron et bien sûr prendre vos commentaires. Excellent. C'est drôle parce que il y a Bruce. Non, toi, raccroche. Pardon? Non, toi. Ouais. Bruce dit si on veut que Kincaid joue 25 matchs, il doit voir l'action. Pourquoi il faut que Kincaid joue 25? C'est quoi la promesse qu'on a faite? Ouais. Ben, c'est pas la... Gardien de but substitut. Tu vas jouer quand on va te le dire, fais de ton mieux. Oui. En tout cas, je vais peut-être me refaire mettre à ma place par Martin Biron, puis je le souhaite. Je vais demander à Martin. Martin, remets-moi à ma place. OK, je pensais qu'il était là. OK, Phil, il dit Price est sur un bon momentum. J'aurais aimé le voir jouer à Buffalo et contre Détroit et à l'ouverture de la saison du Canadien au Centre Bell. Mais c'est pour ça aussi qu'on a été chercher Kincaid puis jouer des matchs 2-en-2, dos à dos. Oui, mais tu sais, je le répète, tu le feras jouer Kincaid quand la saison sera commencée, quand Price aura joué au moins 5 matchs. Il n'a joué 2. Ouais. Ouais. Martin Biron, comment vas-tu? Content de te parler. Content de te parler aussi. Ça va super bien. Il fait beau ici à Buffalo. Fait que, on attend l'avenue du Canadien. Nous autres, là. Oui. Écoute, hier, j'ai regardé... j'ai tellement de choses à te demander sur les Sabres de Buffalo. Je vais commencer avec le plus gros commentaire qu'on a eu cette année. On fait un tableau, Martin. On appelle ça les gars de Sicard.
Fait que moi, j'ai dit, avant que Schneider se blesse, j'ai dit les Devils seront en séries éliminatoires avec Corey Schneider qui a pris 2 ans à se remettre de ses blessures aux hanches. Ça allait bien, premier match, mais il s'est blessé en plein milieu. Puis quand Blackwood est arrivé, ça a mal été. Fait que ça, c'est mon gars de call à moi. Je l'ai fait d'autres aussi pendant la saison. Pierre Lebrun et François Gagnon ont dit que les Sabres se battraient pour une place en séries éliminatoires. Et même François Gagnon a poussé ça à dire « Je suis un peu gêné de dire qu'ils vont finir devant les Canadiens, mais je ne serais pas surpris. » Martin Biron, toi qui es à Buffalo, est-ce que mes collègues fabulent ou les Sabres sont pour de vrai? Non, je ne... Écoute, je veux pas rien dire contre les collègues parce que je sais que tout le monde a des opinions différentes, mais les Sabres, d'après moi, c'est une équipe qui va se battre là, pour le 2e échelon de la division Atlantique. Alors, d'après moi, tu as Toronto, Tampa, Boston, Floride et Montréal, là, qui est les meilleures équipes dans la division Atlantique. Après ça, tu as Buffalo. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de compétitionner avec les 5 meilleures équipes de l'Atlantique? Oui, mais ils seront pas là cette année. Alors, je pense que le Canadien devrait finir avant les Sabres et même, là, je regarde, l'Atlantique, c'est peut-être une des meilleures divisions dans la Ligue nationale cette année. Alors, d'après moi, il va y avoir 5 équipes de cette division-là qui vont faire les séries et je m'attends à ce que les Sabres de Buffalo ne fassent pas partie des séries éliminatoires et qu'ils soient là, vraiment là, la 2e cote des équipes dans la division Atlantique. Oui, je pense comme toi, là, j'ai mis les Devils à la porte des séries, mais vraiment challengeant, que ce soit Floride ou Montréal. Puis, tu sais, le show s'appelle On Jase. Fait qu'on met personne en dessous du boss. Mais d'ici à la fin de ta chronique, j'aimerais ça que tu penses à un Gothical, toi, avec là, quelque chose que personne ne voit venir. Avant de faire passer à gratte ses sabres, je veux te parler de gardien de but. Tu es très bien placé parce que non seulement tu as été un gardien de but numéro 1 dans la Ligue, tu as également servi de gardien de but substitut à de très bons gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on la voyait venir. On nous a annoncé que Kincaid allait jouer un des matchs, des 3 sur 4 que le Canadien va jouer. Là, le Canadien sort de 3 matchs de suite, ou 3 jours de suite sans jouer. On jouait jeudi, samedi. Price est off 3 jours. Je me dis, la saison vient de commencer. Il n'a pas joué dans le camp d'entraînement. On est capable de faire un back-to-back Buffalo, Détroit à Montréal, non? Oui, mais le problème, c'est de pas juste regarder pour Carey Price et sa condition physique et est-ce qu'il est capable de jouer un back-à-back avec Buffalo, Détroit et encore jouer en fin de semaine, samedi soir, alors que les champions de la Coupe Stanley viennent à Montréal. C'est de plus regarder à Keith Kincaid qui, si tu donnes les 3 prochains matchs à Carey Price, ça va pas avant la semaine prochaine et là, ça va faire 2 semaines et demie, 3 semaines que Keith Kincaid n'a pas vu d'action dans un match. Je pense que c'est ça le problème. En début de saison, tu essaies toujours de dire, OK, mon numéro 1 va jouer 2 ou 3 matchs et là, mon adjoint va rentrer dans un match pour ne pas le laisser là, sur le banc pendant quasiment 1 mois de temps. Alors, c'est sûr que c'est difficile parce que tu veux remporter des matchs en début de saison, tu veux avoir tous tes meilleurs joueurs, puis surtout ton meilleur gardien de but dans l'alignement, mais tu te dois de faire une place pour ton adjoint dans les 4-5 premiers matchs pour pas qu'il soit assis sur le banc si longtemps. Moi, j'haïssais ça, surtout en début de saison. Tu sais, j'ai eu un bon camp, j'ai eu des bons matchs préparatoires. Je veux un match de saison régulière. Et là, si tu joues pas avant la fin octobre, je vais te dire, là, c'est décourageant puis c'est plate. Puis là, ben, tu perds ton feeling de game et possiblement tu as une mauvaise performance et là, ça donne le ton de la saison vraiment là pas du bon côté pour un adjoint à un gardien de but comme Carey Price. Tu sais que tu n'auras déjà pas là la chance de rivaliser pour un numéro 1. Tu vas peut-être seulement avoir 20 départs, 25 départs maximum. Mais là, si ça part mal, là, ça sera pas une saison facile là, qui commence au mois d'octobre. Tu sais, moi, toi, tu as joué les 2 positions, puis pour moi, fait que je vais prendre tout ce que tu me dis pour du cash. Mais ma réflexion aurait été de dire, tu sais, Kincaid ne joue pas avant fin octobre. Ouais, puis. Fait que là, j'aimerais ça que tu en profites pour me remettre à ma place, puis me dire, Martin, une équipe de hockey, il faut que tu respectes ton gardien de but substitut, puis si tu fais ça, ça va aider tes coéquipiers, puis l'esprit d'équipe. Raconte-moi qu'est-ce que ça fait, le respect que l'entraîneur porte à son gardien de but substitut.
bien, si ton gardien de but substitut performe bien, je pense que là, le reste de l'équipe voit que c'est pas juste un gardien de but. Puis Carey Price, là, il est quasiment plus gros que l'équipe comme telle. On sait tous que si Carey Price a une saison spectaculaire, le Canadien va avoir des bons résultats. Alors, tu te dois d'aussi séparer ce côté-là de Carey Price et de dire au reste de l'équipe, hey, on va aussi avoir confiance en notre adjoint. Écoute, j'ai joué avec Dominique Hasek, puis Lindy Ruff, des fois, quand Dominique Hasek avait 1 ou 2 matchs qui avaient de la misère, il n'hésitait pas à dire « Martin, t'es dans le filet », puis la raison pourquoi t'es dans le filet, c'est parce que Hasek a eu une ou 2 contre-performances pour passer le message à tout le monde. Écoute, si Dominique Hasek peut se faire assire sur le banc pour un match, ça peut arriver à un peu n'importe qui. Alors, il y a une marque de respect, comme tu dis, qui est aussi lancée en côté de Carey Price ou de Hasek ou peu importe, de dire on sait que tu es tellement important pour l'équipe, mais en même temps, pour le bienfait de l'équipe comme tel, on se doit de ne pas juste regarder à l'individuel, personne par personne, mais on se doit regarder à ce qu'on veut faire là, comme plan, et ça doit être la même chose. Alors, c'est sûr que c'est pas facile quand tu as Dominique Hasek, ou tu as Carey Price, ou tu as Henrik Lundqvist, ou peu importe, de dire « OK, aujourd'hui, je vais faire jouer mon adjoint », mais tu te dois d'avoir un plan en tête et de garder ce plan-là pour que le reste de l'équipe sache que bon, ben mon coach est en charge et c'est pour le bienfait de l'équipe. Là, je veux pas que tu penses que je te lance des fleurs, mais quand on t'avait comme substitut, on avait un gardien de but numéro 1 qui acceptait un second rôle. Maintenant, on avait un second A+, tu comprends? Kincaid, tu sais, moi, j'aurais pas été gêné d'envoyer Martin Biron, là. Kincaid, tu y crois-tu comme on pouvait croire en Martin Biron comme second? Moi, Keith Kincaid, il était un très bon adjoint à New Jersey et un très bon gardien de but à New Jersey jusqu'au moment où on avait besoin de lui comme numéro 1. Et là, comme numéro 1, ça a vraiment été plus difficile. Le problème avec Keith Kincaid, c'est pas un gardien de but technique. Tu sais, quand tu veux jouer 60-65 matchs par année, faut vraiment que tu aies une bonne technique de base pour pouvoir te donner là, le solage là, d'une maison et dire là, la fondation est là, et là, tu es capable de vraiment là, jouer de bons matchs et d'avoir une bonne série, puis de continuer à jouer 4, 5, 6 matchs d'affile sans jamais avoir là, de mauvais matchs. Keith Kincaid, c'est un gars qui a des bons réflexes, il est rapide, il a une bonne lecture de jeu, mais il n'a pas vraiment là, une bonne technique de base. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il est arrivé, il n'est pas square. Des fois, il est tout croche. Il va faire des glissades. Il va se tirer sur le dos. C'est vraiment pas là, le genre de gardien de but qui va avoir du succès à jouer 60 et 65 matchs, mais en a joué 20-25. Il était très bon dans ce rôle-là. Puis d'après moi, il va être très bon dans ce même rôle avec le Canadien. Alors, je pense que tu dois lui donner confiance en début de saison, puis de vraiment voir ce que tu as de Keith Kincaid pour pouvoir avoir un meilleur plan aussi pour la deuxième moitié de la saison. Je veux juste mentionner aux gens, Martin, pendant on jase, on prend beaucoup de commentaires d'auditeurs qui nous écrivent, puis ils adorent tes explications que tu as mentionnées par rapport à l'emploi du temps de Kincaid, puis à ta réalité, ton ancienne réalité aussi. Oui, Martin, c'est le meilleur pour répondre à ça. Il a joué les deux rôles, en plein ça. Puis il a joué A+, en plus. En plein ça. D'ailleurs, vous avez des questions pour Martin? Puis j'ai joué aussi avec un entraîneur, là. J'ai joué avec un entraîneur comme Lindy Ruff, puis comme John Tortorella. Tortorella avec les Rangers, là, s'il n'avait pas confiance en moi, s'il n'avait pas confiance en un bon adjoint, écoute, tu étais assis sur le banc. Puis ma première année avec les Rangers, mon premier match était à Toronto. On a remporté le match 2-1. C'était peut-être le 3e match de la saison. Ça avait super bien été. Une semaine plus tard, il me donne un départ à la maison au Madison Square Garden contre les Thrashers d'Atlanta. Et on a perdu 6-4. Le lendemain, on avait une séance de vidéo. Tort s'est levé devant toute la chambre, toute la gang, toute l'équipe, puis il a dit « Écoute, Martin, là, la performance d'hier, là, c'était pourri.
j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses des arrêts. Alors, si tu veux jouer, tu dois me donner la performance à Toronto et oublier la performance contre Atlanta. Et je pense que le message passé au travers de moi a été dirigé aussi à tous les autres membres de l'équipe, de dire, c'est pas juste parce que c'est un auxiliaire ou c'est un joueur de première ligne ou un joueur de première défense ou un joueur qui a juste l'avantage numérique, ça va être mon règlement comme coach pour la saison. Alors, oui, tu gagnes du respect comme entraîneur quand tu es capable de vraiment là, avoir un plan pour pas juste tes gardiens de but, mais pour le reste de l'équipe. Quand tu dis ça, tu l'as pas eu facile. Toi, tu as eu des coachs tough. Oui, mais j'ai aimé mes coachs tough. Je vais te dire, là, je n'avais de besoin. J'étais le genre de gars que j'avais de besoin des fois là, qu'un coach me pogne par la chemise puis la cravate puis qu'il dise « Ah ouais, on a besoin de toi à soir. » Puis là, il me laissait aller. J'aimais ça. OK, on passe la gratte sur les Sabres de Buffalo. Olofsson, c'est-tu pour vrai, ça? Oui, Olofsson, c'est pour vrai. Pourquoi? Parce qu'il a joué professionnel dans la Ligue en Suède. C'est un scoreur. C'est un gars qui a un lancer foudroyant. Pas juste son lancer frappé sur réception, un bon lancer du poignet. Il est capable de se démarquer pour prendre ce lancer-là. Présentement, il marque sur l'avantage numérique parce qu'il y a un peu plus d'espace. Mais quand il va avoir appris la rapidité, la vitesse de la Ligue nationale, d'après moi, il va marquer à force de cale aussi. Écoute, il joue avec Jack Eichel ou Sam Reinhart. Il va avoir des chances. Moi, je pense que Victor Olofsson, c'est pour de vrai. Puis la majorité des Suédois qui ont joué avec lui ou contre lui en Suède ont dit ce gars-là, c'est incroyable, c'est un scoreur. D'après moi, cette année, on parle à peut-être 25 à 30 buts, mais ça peut être un gars qui va en scorer 40 dans la Ligue nationale là, d'ici vraiment 2-3 saisons. Ouais, juste pour le bénéfice de nos éditeurs, là, il a passé la saison dernière avec Rochester dans la Ligue américaine, puis il a 30 buts en 66 matchs quand même. Ouais, presque un point par match. C'est un gars qui a marqué des buts au niveau pro. OK, Jack Eichel, si les Sabres veulent aller loin et un jour se qualifier pour les séries, il doit passer à l'étape suivante. Hier, j'écoute la fin du match, on s'en va en prolongation, je fais un peu des appels, voir le baseball, ce qui se passe, le football. Je reviens, taxi et bras dans les airs, c'est fini, je pogne la reprise. Et là, je vois Jack Eichel qui se fait enlever à la rondelle comme un enfant. Au lieu de chialer, Martin, je suis allé sur NHL.com, je suis allé voir le shift chart. Eichel, il a joué la première minute 9 en prolongation. Il a pris une pause de 30 secondes. Oui. Puis après ça, il est retourné 30 secondes. Puis au bout de ce chiffre-là de 30 secondes, c'est là que s'est fait enlever le puck par Foligno. Alors, est-ce que Jack Eichel est responsable du but gagnant ou il était à bout de souffle? Non, il est responsable du but gagnant, mais je vais dire, il était à bout de souffle. Ralph Kruger l'a dit dans ses commentaires d'après-match. Peut-être que c'est de sa faute. Il l'a amené sur la patinoire trop vite après un chiffre d'au-dessus d'une minute en prolongation où Jack Eichel avait la rondelle pendant la minute au complet. Mais Jack Eichel, c'est pas un gars il est mature, là. C'est pas un kid de 18-19 ans non plus. C'est le capitaine. Il sait qu'il a fait une erreur. Il sait qu'il a sous-estimé un joueur comme Nick Foligno. Si c'est Cam Atkinson ou si c'est Alexander Wennberg ou si c'est peut-être pas Pierre-Luc Dubois, mais si c'est un autre joueur, peut-être que ce joueur-là n'avait pas de pression sur Jack Eichel. Puis ce que Jack Eichel voulait faire, c'est garder la possession de la rondelle, pas leur donner à l'autre équipe, parce qu'à 3 contre 3 en prolongation, c'est un jeu de possession. Mais c'était Nick Foligno, puis Nick Foligno, c'est un gars qui est sur l'échec avant assez ardu et tout. Alors, il s'est fait surprendre. Tu perds le match, mais la défaite n'est pas sur Jack Eichel. Les Sabres ont mal joué contre Columbus hier soir. Ils sont compliqués la vie tout le long du match. Ils ont seulement eu 18 lancés au but. Ils ont quand même marqué 3 buts. Alors, tu dis, ouais, on va vraiment là, passer de l'avant, mais on le sait, et Jack Eichel le sait, que c'est pas le genre de match qu'ils se doivent de jouer. Non, tu sais, c'est ce que je dis aux gens. Plus je travaille là-dedans, moins il y a de partisanerie. C'est un peu comme quand je regarde le football, je regarde des match-ups. Puis là, je regardais le match-up hier, Columbus-Buffalo. Puis quand les Sabres ont créé l'égalité à la fin de la 3, j'ai fait « Eh boy, il ne mérite pas. » Non, il ne méritait pas. Puis Linus Ullmark a été très, très bon dans le filet, son premier départ de la saison. Encore une conversation de gardien de but. Carter Hutton joue 2 matchs en début de saison. Très, très bon dans le filet des Sabres. Et là, il joue un match à Columbus et
Ralph Kruger se dit, j'ai besoin d'amener Linus Ullmark dans le filet, lui donner la chance d'avoir une bonne performance pour commencer la saison. Columbus est une équipe que peut-être ne marquait pas beaucoup de buts, était un peu en problématique. Là, ils venaient de perdre 7-2 contre Pittsburgh. Ullmark a été très bon. C'est pour ça qu'ils ont eu un point. Les Sabres ne la méritaient pas. Mais c'est la différence entre les Sabres de cette année et les Sabres des années passées. Ils ne méritaient pas la chance de se rendre en prolongation et ont quand même trouvé là, la manière de marquer 3 buts pour au moins avoir un point là, au classement. OK. Tu en as parlé, Ralph Kruger. Tout le monde tripe sur Ralph Kruger, Pierre Lebrun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Ralph Kruger, de si spécial? C'est quoi la différence avec Phil Horsley? Ben, la différence, la grosse différence que le monde peut voir, c'est de la manière qu'il communique avec ses joueurs et avec les médias. Écoute, hier, après le match, là, Ralph Kruger, il nous a donné 2-3, là, vraiment, là, bonnes quotes, là. Tu sais, il a dit, on a joué une game compliquée. Il a pas dit on était pourris, on la méritait pas. Il a juste dit, on s'est compliqué la vie. On va vraiment, là, essayer de rendre les choses plus simples. Il a dit aussi après, je ne dois pas critiquer l'effort et le caractère qu'on a démontré. Je dois juste critiquer l'exécution. C'est tout simple que ça. Et ça, là, c'est vraiment là, la différence entre Phil Horsley et Ralph Kruger. L'année passée, Phil Horsley aurait dit les chiffres en deuxième période étaient 15-5 pour Columbus, mais les tentatives de lancer étaient 19-18 pour nous. Alors, je pense qu'on a pas mal joué quand même en deuxième période. Et c'est pas ça que le monde veut entendre. Les chiffres d'un entraîneur, OK, mais ils veulent entendre là, quelque chose qui vient du cœur. Quelque chose qui dit, là, c'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que je vais dire à mes joueurs. Et Ralph Kruger, il communique tellement bien. Puis a aussi là, amené là, un sentiment de relaxation un peu là, aux joueurs. Ça laissait de faire des jeux, ça laissait d'envoyer des gars en échappée. Ça fait des passes du côté revers, des passes élevées, des spinoramas. Alors, un peu plus relax sur la patinoire. Puis ça vient de l'entraîneur-chef, de la manière qu'il communique avec ses joueurs. François Gagnon, Gutsy Call, Kruger comme Jack Adams. Donc, on pense de belles choses de ce côté-là. OK, j'ai marqué sur ma feuille Rasmus versus Rasmus. Fait que Ristolainen va-tu rester longtemps à Buffalo? Et Rasmus Dahlin va s'arrêter où dans sa progression? Parce qu'on semble déjà oublier qu'il est juste à sa deuxième année. Oui, il est juste à sa deuxième année, puis il a 19 ans. C'est pas un gars qui a joué 2-3 ans là, professionnel en Europe ou a joué une couple d'années dans les mineurs et là, est à sa deuxième année, a 24-25 ans et est plus mature. Rasmus Dahlin est encore juste un adolescent. Il a 19 ans. Ouais. Puis il mène son équipe au total des points présentement. D'après moi, Rasmus Dahlin peut se rendre à 60 points cette année. Écoute, la saison dernière, il y avait seulement 4 défenseurs qui ont eu 70 points et plus. C'était John Carlson, c'était Mark Giordano, Morgan Rielly et Brett Burns. Puis je pense que Rasmus Dahlin peut essayer là, de monter là, dans la soixantaine pour les points et peut-être pousser là, à 70 d'ici 2-3 ans. Écoute, il aurait seulement 20-21 ans et il serait déjà là, dans une compagnie incroyable. Je pense que Rasmus Dahlin, c'est un talent là, unique et va être vraiment là, à la top classe de la Ligue nationale, là, déjà présentement cette année, mais d'ici 2-3 ans, ça va être incroyable. Alors, oui, on est choyé ici à Buffalo de pouvoir voir Rasmus Dahlin à tous les matchs et de voir le talent qu'il a. Du côté de Rasmus Ristolainen, il a vraiment bien joué dans les 3 premiers matchs. Il a décidé de s'amener avec une nouvelle énergie cette année, et tu le vois sur la patinoire. Il joue beaucoup de minutes, mais quand même un rôle différent pour les Sabres. Alors, je pense qu'il va rester probablement jusqu'à la date limite des échanges. Ce qui va vraiment changer les données, c'est si Brandon Montour, qui est supposé être encore sur la liste des blessés pendant peut-être 3 semaines, 1 mois, et Zach Bogosian, qu'on ne sait vraiment pas quand va revenir au jeu, s'il revient au jeu cette année. Alors, si tu as Montour et Bogosian qui reviennent à un moment donné en santé à 100%, là, tu vas avoir trop de défenseurs et
vraiment le seul avec un marché d'échange, une bonne monnaie d'échange là, pour créer une transaction, c'est Rasmus Ristolainen. Fait que, d'après moi, je m'attends pas à ce que ça se fasse avant les fêtes, mais peut-être là, en deuxième moitié de saison, si les Sabres sont en santé à la ligne bleue, alors là, tu peux te départir de Rasmus Ristolainen. Il a joué 24 minutes 37. Son plus proche est à 4 minutes de lui. C'est Rasmus Dahlin à 20 minutes. Donc, à quelque part, il doit faire quelque chose de bien sur la glace. Sinon, on est gnochon. Oui, mais c'est parce que Dahlin, souvent aussi, va être plus utilisé sur l'avantage numérique. Scandella et Jake McCabe sont beaucoup plus utilisés sur le désavantage numérique. Ristolainen aussi. Mais souvent, Ristolainen va avoir là, le premier chiffre après un avantage numérique, va être sur la patinoire avec peut-être un match-up un peu plus important. Mais c'est différent. L'année passée, Ristolainen, c'était des fois 28-29 minutes par match. Et ça, c'est trop. C'est beaucoup trop pour Ristolainen. S'il peut rester à 22, 23, 21 minutes, c'est vraiment la meilleure situation pour les Sabres. Moi, je pense que ça devrait être comme ça pour tous les défenseurs. Même Ryan Suter, je pense que c'est un meilleur défenseur à 24-25 que quand il joue 28-29. Ah, exactement. Puis, écoute, tu as 6 défenseurs. Là, si tu n'es pas capable d'avoir confiance à ton troisième, ta troisième paire de défense, écoute, tu devrais faire des changements. Alors, tu dois être capable de dire 18 minutes une paire, 20 minutes une autre, 22 l'autre. C'est ton 60 minutes. C'est comme ça que ça devrait être. Oui. Hey, Martin, c'était super. Hey, Namestnikov à Ottawa, je sais que les Sénateurs ne font pas les séries, mais on se débarrasse d'un salaire du côté des Rangers. On se débarrasse d'un salaire. Écoute, Namestnikov a bien fait avec Tampa. Pourquoi? Parce que Tampa, il avait une équipe tellement surdouée. Une fois qu'il était avec les Rangers, il n'y avait pas un bon fit. D'après moi, là, si les Rangers avaient pu l'échanger pour une caisse de bâton ou peu importe, écoute, les Rangers ont gardé du salaire en plus. C'était plus pour se débarrasser. Oui, peut-être qu'il y a du talent, peut-être que ça va déboucher, mais je m'attends pas à ce que Namestnikov, là, vraiment, là, soit là, un gars là, à surveiller avec les Sénateurs. Donc, Martin Biron, prenez ça en note, ne prendra pas Namestnikov dans son pot. Non, je vais m'éloigner de Namestnikov. Si tu avais un gars de Sicard, Martin, finalement, là, des choses que personne ne peut voir ou une petite prédiction audacieuse, tu penses à quelque chose? Une équipe en série, l'éclosion d'un joueur, un gars de Sicard. Je vais te dire, là, même avant là, que les Jets de Winnipeg aient des problèmes à la défense, là, je m'attendais pas à une grosse saison de Connor Hellebuyck. J'ai de la misère avec ce gardien de but-là. L'année passée, j'ai pas aimé quelques changements techniques qu'il a fait sa position de base. Puis je m'attends à vraiment une saison difficile pour Hellebuyck. Même si les Jets ils n'ont pas rien à la défense présentement. Mais Hellebuyck, là, il y a 2 ans, il était bon. Puis ça a vraiment là, été du mauvais côté l'année passée. Je pense que ça va continuer à s'en aller là, dans le sous-sol cette année. Est-ce que tu dirais genre que Laurent Brossoit va voler le job à Hellebuyck? Écoute, si c'était pas de Laurent Brossoit contre les Islanders, ils auraient perdu 10-1. Ils ont perdu 4-1, mais Brossoit était incroyable. Je pense que Laurent Brossoit va probablement, je veux pas dire qu'il va voler la job à Hellebuyck, mais je vais te dire, à la fin de la saison, il va jouer plusieurs matchs. J'adore ça. Puis le pire, c'est quoi, Hellebuyck, on jase goaler, là. Pas l'an passé, parce que c'était déjà plus difficile pour Hellebuyck, là. Mais l'année d'avant, en fin de saison, là, je me souviens plus, je regarde la date, j'avais été voir un match Leafs-Jets à Toronto. Il était fumant, extraordinaire. Il était la raison pourquoi les Jets avaient gagné ce match-là, si je me souviens bien. Il était tellement gros dans le filet. Je ne sais pas c'est quoi la débarque qu'il a pris. Je suis allé le chercher à mon pool, puis depuis ce temps-là, plus rien ne marche. Oui, bien, c'est le problème. Tu es allé chercher dans ton pool. Fait qu'il s'est amené à ton équipe. Fait que c'est ça qui arrive. Hein? J'allais jinxer. Quand on va chercher un gars, c'est comme quand tu achètes un nouveau driver au golf, puis là, tu l'as sur le driving range, puis tu dis, hey, ça va bien, tu as frappé un panier de balles, puis ça va bien, tu la jettes, après ça, c'est pourri. Tu sais, c'est la même affaire. Mais, je vais dire, moi, ce que j'aime pas de Connor Hellebuyck, c'est que il a fait des changements, puis c'est pas des changements qui semblent vraiment à aider. Il a son bâton dans les airs, il essaie de garder son torseau plus haut. Écoute, les gardiens de but qui sont athlétiques, qui sont bas à la glace,
qui sont forts d'un jambes, c'est les gardiens de but qui ont du succès. Je pense que Connor Hellebuyck a vraiment là, trop essayé de changer là, sa position de base et de penser à un gardien de but du futur, mais ça ne marche pas présentement. Martin, ce qui marche chez toi, c'est toujours le fun de te jaser. On l'apprécie énormément. J'espère que tu t'amuses encore avec ton show avec Rivet et... c'est Andrew Peters. Andrew Peters, oui. J'espère que tu t'amuses encore avec ça. Oui, on a du fun, puis on s'ostine, puis on s'engueule, puis aujourd'hui, on est sortis tous les trois en même temps à midi, puis on riait. On avait l'air de trois gars qui sortaient de la récréation. Tu sais, là, on avait eu du fun. Ah, je l'écoute de temps en temps, puis à cause de toi, on avait appelé Craig Rivet, on l'avait passé en ondes l'an passé. Et, nous autres, on était restés sur l'image de Rivet qui nous donnait des entrevues dans le vestiaire. Wow, quelle découverte que tu nous avais fait faire l'an passé. Bon, ben, si vous le voulez encore, là, je suis son agent de presse. Je vais vous organiser ça. All right, Martin, bonne game demain, puis un gros merci. OK, merci, boys. Bye. Salut, Martin. C'était Martin Biron. Ben, pour vrai, j'ai hâte. Honnêtement, ça m'a donné le goût vraiment beaucoup de voir le match demain. Puis je regardais l'alignement des Sabres. Tu sais, les Sabres n'ont pas fait les séries depuis 2010-2011. Ça fait longtemps. Là. Puis c'est quand même super excitant ce qui se passe. Mais il nous a quand même ramené à l'autre en disant je pense pas que les Sabres vont devancer le Canadien. Puis je pense pas que les Sabres sont encore là au moment où on se parle. Mais quand on regarde l'alignement, là, avec les. On parlait de Dahlin, c'est prometteur. On n'a pas parlé de Casey Middlestad qui a. Je pense que Ralph Kruger essaie de faire un joueur de hockey avec lui. Toi, tu aimais beaucoup Marcus Johansson l'année passée. J'adore le move de lui, le mettre au centre de la deuxième, puis de dire à Middlestad. Ben c'est ça, prends ton temps. Donc, c'est. Puis, il y a des auditeurs qui. On a parlé de. Je pense que c'est Eric qui écrivait ça tantôt. Il disait que, il compare, mettons, pas comparer les deux joueurs, là, mais la situation de Seth Jones, qui est devenu un bon défenseur avec le temps, dominant ce à quoi on s'attendait. Mais ce que Rasmus Dahlin a réussi à faire à l'âge de 19 ans, c'est exceptionnel. Je pense que c'est Eric qui écrivait ça un petit peu plus tôt, mais. Puis Sylvain posait la question, est-ce qu'on peut comparer, c'est dur là, mais est-ce qu'on peut comparer Thomas Chabot, Rasmus Dahlin? Est-ce que Chabot est aussi bon que Dahlin? Je pense pas. Là. Je pense que Dahlin, c'est une exception, un exceptionnel. Là. À 19 ans, c'est incroyable. Je pense que oui. Puis je pense que c'est Tim qui m'a dit, ça veut dire que Rasmus Dahlin, cet été, signe une prolongation de 12 millions par année. OK, ben ouais. Je serais pas surpris. T'sais. Ah oui, c'est vrai. Il arrive à son l'année prochaine. Il va jouer 2 ans. C'est la mode des signés une fois qu'il leur reste un an de contrat. Tantôt, on parlait des joueurs là, que tu vas chercher un topo, puis là, ils font juste de la crotte. Ouais. La pire année de Patrick Kane, dans mon pool. Tu allé chercher. 1 an. Le gars roule 1 point par match. Depuis le début de sa vie. 2011-2012, je vais le chercher 66 en 82. Écoute, depuis ce temps, plus d'1 point par match. Ouais. Il m'énerve. Ben, faut pas. Écoute, il y a 941 points en 904 matchs. En carrière, il y a plus d'1 point par match. Ouais. Moi, je le pogne l'année où il en fait 20 moins que son point par match. Il faut faire confiance à la vie, j'imagine. Je sais pas. Là. Donnez-moi un coup de pelle dans la face. Ceux qui se sont débarrassés dans leur pool, justement, de Jeff Skinner qui a rebondi l'année passée. Oui, mais ça, c'est compréhensible. Là. Il était à un hit solide de... C'est sûr. C'est Dylan Larkin. On va le voir à Montréal avec Anthony Manta. Il y a des gens qui ont répondu Détroit comme surprise du début de saison parce qu'on s'entend que je pense qu'il n'y a aucune personne. Mais c'est dommage. C'est dommage. Mais quand même. J'ai salué Maxime Godin-Mona qui a prédit, on parlait de Victor Olofsson tantôt, qui a prédit dans notre liste de gars de 6 cases, 60 points à Victor Olofsson. Puis Martin Biron en a parlé en bien. Il y a 3 buts depuis le début de la saison, je pense. Encore une fois, c'est jeune, là, mais pareil. C'est un choix de 7e ronde, mais il a joué avec des pros en Suède. C'est le fun d'avoir son input à ce niveau-là. J'ai adoré ton invitation. Il faudrait faire un gif avec ça. Rock, un petit gif avec ça. Ce serait bon. Ben, c'était excellent, mon cher. T'es excellent. Ben, ne te sous-estime pas ici. Je veux saluer Fred Caillou qui nous écrit. Oui. Il y a plusieurs personnes comme ça. Il y en a plein comme ça. Fred Caillou qui nous écrit, qui a été super actif pendant l'émission. Donc, salutations. C'est la première fois que je vois un Fred Caillou sur notre page. Je salue Marc qui dit « Tous ceux qui passent à l'émission sont des passionnés, vraiment intéressants à écouter. » Chucky qui dit « Incroyable, écoutez Martin Biron parler, un vrai passionné. » Une seule loi. La passion, puis écouter les matchs. Exact. Puis Martin Biron, qui t'en a parlé, là, qui est dans le show à Buffalo, des Investigators.
Donc, oui, des vrais passionnés. Ça, c'est le fun. C'est le fun à écouter. Puis vraiment, ils ont du plaisir ensemble, eux aussi. Puis bravo, chapeau. Ouais. Puis Alexandre Texier, je l'ai dans mon pot. Moi aussi? Oui, je t'allais chercher. Puis ceux qui se posaient la question un petit peu plus tôt, là, Guy Boucher, c'est la journée Guy Boucher le mardi. Oui. Je pense qu'il va être là demain. C'est ça? Il va être là demain et jeudi. Aujourd'hui, malheureusement, c'est des funérailles qui retiennent Guy. Il en avait parlé, je pense, à une des rencontres. C'est quelqu'un du côté de l'Université McGill. J'ai oublié le nom du monsieur, mais si vous êtes au courant de cette histoire, mes sympathies à tout l'entourage. Donc, Guy, vous comprendrez. Il y a les funérailles, mais il y a le contexte aussi. Là, on va aller parler de Jeff Petrie. Pour ça que c'est le bon temps. Fait que demain, on a déjà préparé notre chronique de demain. On va avoir du fun. Ça sent le tableau. J'ai dit, pogne-toi un tableau parce que sinon, on va aller t'acheter un tableau Cannon Tire. OK, c'est bon. Commanditaire du Grand Pot sur le RDS.ca. Oui, bravo, Martin. Merci beaucoup, Tim. Merci à toi, Luc. Je m'excuse, on est rendu 380 quelques dans le Grand Pot là, sur On Jase. Ouais, je suis pas bien bon, moi non plus, je vais t'avouer. Mais c'est le début de la saison pour tout le monde, hein, on le dit depuis le début. Là. On va se donner une chance. Ouais, c'est ça. OK, go, merci, Luc. Merci à Tim également, mise en nom. Merci à Rock aux médias sociaux. Merci surtout à vous et on se rejase demain. Jour de match canadien Sabre. Bye bye, tout le monde.